Nous avons, dans de précédents épisodes, parlé du stress au travail. On dit que certaines situations de la vie s'apparentent en termes de degré d'intensité perçu par notre subconscient comme des bombardements atomiques, et les processus de restructuration d'entreprise sont très probablement pas très loin. En tout cas, pas forcément de bombardement atomique, parce qu'il ne resterait plus personne, on n'aurait pas le temps de ressentir le stress. Mais l'équivalent d'une guerre. Et c'est vrai qu'on enfonce une porte ouverte en disant ça, puisque beaucoup d'auteurs en parlent. Néanmoins, aujourd'hui, on va essayer de discuter en prenant pour base le livre intitulé « Le changement sans stress » qu'a rédigé donc Jean-Paul Lugan. On va essayer de réfléchir, alors pas forcément aux recettes, mais à une bonne méthodologie pour approcher ce thème-là. Je pense que parmi les DRH et les managers qui nous écoutent, ça peut être intéressant, puisque là, on va aborder une année 2012 remplie de restructuration quand même. Absolument, absolument. Alors, poser la question de savoir finalement pourquoi une restructuration est stressante. D'abord, juste une aparté. C'est vrai qu'il y a une différence entre l'Orient et l'Occident dans la perception qu'on a du changement. En Orient, le changement, il est permanent, donc il est bien vécu. La stabilité, au contraire, est mal vécue. Chez nous, ce qui est mal vécu, c'est le changement. C'est un accident. Et donc, on le vit mal. On le vit d'autant plus mal que dans les organisations, quand vous changez, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça ne vous est pas donné. Et deuxièmement, on lutte contre les résistances. Et les résistances sont nécessaires. C'est-à-dire que quand on conduit le changement, qu'il soit subi ou voulu, on va passer par un processus de deuil qui est rarement bien accompagné dans les entreprises. Et très souvent, on est contre les gens qui sont en résistance. Mais bon sang, les résistances sont nécessaires à la construction de l'engagement. Oui, et d'autant que le changement, c'est parfois lié à l'innovation, tout simplement. Absolument. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, d'ailleurs. Alors, ce qui est stressant aussi, c'est de mener deux choses à la fois quand on change en entreprise. C'est de continuer à gérer le quotidien et d'envisager l'avenir et de mettre en place le nouveau process, la nouvelle organisation. Et donc, forcément, par rapport au changement, on le vit mal parce que on n'a pas la même ressource physique, parce que ça, c'est en plus. La deuxième chose, c'est que autant sur ce que l'on faisait jusqu'à présent, on avait une certaine estime du manager, on avait une certaine reconnaissance, autant sur le changement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, et là, pour le coup, on n'a aucune reconnaissance et une grosse prise de risque. Donc, très souvent, le changement en France est mal vécu et stressant. Et justement, Victor, est-ce que l'intégration du facteur stress dans le changement n'est pas un petit peu le parent pauvre du processus de changement lui-même? C'est-à-dire la partie qu'on délaisse et dont on pense que fatalement, il y aura, voilà, on peut, hein, d'où la bonne vieille expression, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est ça. En tant qu'ancien PDG d'organisation qui a mené des restructurations et des alliances et des développements d'entreprises, franchement, aborder le sujet par le stress, c'est vraiment accessoire. Et d'ailleurs, pourquoi il y a 80% des entreprises qui sont dans le déni? Parce qu'ils considèrent, je voudrais paraphraser mon ancien collègue Didier Lombard, président de France Télécom, qui disait, mais moi, les suicides ou les tentatives de suicide, c'est la com et la RH qui s'en occupent. C'est pas moi. Moi, je m'occupe de la stratégie, de l'innovation, des alliances. C'est pas des restructurations, des acquisitions. Mais ça, c'est des problèmes donc de stress, c'est la direction de la com et la direction des ressources humaines. Moi-même, à une plus modeste échelle, qui entend souvent parler sur ce plateau divers intervenants de conduite du changement, il est évident qu'il n'en est jamais question. Les impacts sur le moral des troupes. Donc, je crois qu'il faut laisser le sujet du stress, je vous en supplie, de côté, parce que c'est vraiment un sujet qui du petit bout de la lorgnette. La vraie question pour une organisation, c'est de l'efficacité, de l'atteinte des résultats et la survie. Oui, mais en ce sens que le stress est un symptôme, c'est ça que... Oui, parce que c'est un symptôme, mais un symptôme parmi tant d'autres. Et c'est pas une urgence, c'est un symptôme, c'est un aléa. Alors là, à mon avis, vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'entraîne pas des dérives managériales. Oui, mais Victor, à parler comme ça, on va avoir de plus en plus tendance à le mettre de côté en disant non, mais de toute façon, on a un bon alibi, c'est que c'est accessoire. Il faut vous dire quand même, c'est que... pas de le mettre de côté, c'est de dire, attention, ce qui est important, c'est vraiment la survie de l'entreprise et la performance de l'entreprise. Et pour ça, ça passe par le bien-être des gens qui réalisent le travail. C'est ça qui est important. Oui, mais est-ce que prendre le problème sur le fond n'est pas un luxe?
C'est pas un luxe. Non, parce qu'il n'y a pas d'autre histoire à raconter aujourd'hui. Ah, mais beaucoup d'entreprises ne peuvent pas. Je veux dire, si Mais Victor, c'est- tu expliques c'est ça. en cela que c'est radical. Aujourd'hui, on a fait la réduction par les coûts. On a chassé les coûts de partout. On a mis en place les systèmes d'information. On a mis en place l'évaluation par la performance individuelle. On a tout optimisé. Il n'y a plus d'oxygène. Il n'y a plus d'histoire à raconter. Il n'y en a plus. Vous demandez de la performance, mais en contrepartie de quoi? Mais à plus forte raison de ce que tu es en train de dire, Victor, si tu débarques dans un comité exécutif et que tu leur expliques qu'il faut arrêter de regarder les problèmes par le petit bout de la lorgnette et qu'il faut restructurer en profondeur, tu débarques justement dans ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les entreprises qui ont déjà tout fait, tout revu les process, Sauf- etc. alors, et tu leur expliques qu'il va falloir tout casser. Non, il faut rien Soyons casser. réalistes, ça n'arrivera jamais rapidement. Non, il n'y a rien à casser. Il suffit. Alors, où se passe l'optimisation concrètement ? L'optimisation, elle se passe où il faut construire la contrepartie de la demande de performance, de la demande du changement et de l'accroissement de la charge de travail. Vous demandez ça, c'est ce que j'appelle le pont de confiance. Vous avez une demande qui peut être pertinente. Le pont de confiance. Le pont de confiance. Le Au pont. début, j'ai entendu le pot. Alors, Non, le pont de confiance. Vous demandez ça. Je ne remets pas en cause que c'est justifié, mais qu'est-ce que vous offrez en contrepartie? Pour que les collaborateurs trouvent la contrepartie à cette demande de performance qui vient au-delà de la réalisation du travail pour laquelle ils sont payés, eh bien, ils vous demandent de leur démontrer qu'ils se sentent bien dans cette stratégie, dans cette organisation. Alors maintenant, en quoi est-ce que ce n'est pas un luxe? Ce n'est pas Par un- l'illustration de la simplicité de la chose. Alors. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est incontournable. Oui, Il y a alors ma plus que question, ça. c'est peut-être en quoi peut-on démontrer que c'est une nécessité, Ben alors, certes, j'y mais que arrive. c'est faisable Alors, sans, voilà. sans, sans que ça soit, je dirais, Alors on en arrive, trop disruptif pour on en l'entreprise. arrive à la démonstration de ce que j'appelle un goodwill social et un badwill social. Alors. C'est-à-dire on détruit de l'EBIT, on détruit de la valeur ajoutée. Alors les bits étant Earning before interest and taxes, c'est le résultat opérationnel. C'est la seule valeur aujourd'hui. Le monde financier n'évalue les entreprises que sur les bits. 10 fois les bits. Donc 3 on fois détruit les un peu 10 bits au profit de... Non, il y a un EBIT caché, qui est généré par du mal-être au travail. Voilà. Et cet EBIT caché est en fait une opportunité à faire en sorte que votre EBIT comptable il soit juste. Et donc, plus vous avez une organisation qui génère du mal-être au travail, vous construisez du badwill social. C'est-à-dire, si moi je suis acheteur de votre entreprise, j'appelle Jean-Paul, j'appelle Victor, j'appelle Pierre, je leur dis mesurez-moi le climat socio-organisationnel, montrez-moi est-ce que cette organisation-là, elle se sent bien dans ce travail, dans cette organisation. Et à ce moment-là, si elle se sent mal, je vais réduire la valeur que vous me demandez de votre entreprise. À l'inverse, si vous êtes vendeur, et si vous pouvez démontrer que les gens se sentent bien dans votre entreprise, et vous pouvez le chiffrer, eh bien vous allez faire un goodwill social. Pour vous dire à quel point le facteur humain, le capital humain, est prégnant aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Alors je comprends, mais ça répond pas encore tout à fait à ma question. C'est par où est-ce qu'une grande organisation commence? Parce que définir un objectif de qualité de vie au travail dans la prescription de l'organisation, du contenu, des relations, du développement professionnel, des environnements de travail, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, notamment sur les 3 dimensions les plus importantes, organisation, contenu, relation. Alors on tient un raisonnement. Si on peut le poursuivre, Jean-Paul, Alors, moi, sans rebondir, mais continuez, parce que là, la prochaine étape, c'est la mise en œuvre. Moi, pour être un professionnel de l'accompagnement du changement dans les organisations avec mon Voilà. cabinet, quand on conduit des grosses restructurations, la première des choses, c'est l'intention. C'est finalement quel est l'objectif? Le bien-être et en même temps la pérennité de l'entreprise, notamment quand il faut fermer une usine. Voilà. Par contre, la première des choses avant d'avoir du bien-être, c'est déjà de respecter à la fois les victimes et les rescapés d'un plan et d'une réorganisation, quelle qu'elle soit. Ça peut être changer 2 personnes d'un bureau comme carrément délocaliser. Et ça, c'est la première des choses. Et si on travaille avec le CODIR et l'ensemble de l'encadrement, comme on le fait, alors on a 0 jour de grève, on n'a pas de baisse de performance et on a des indicateurs de climat social qui restent optimum. Et ça, c'est l'encadrement, comment l'encadrement, au lieu de gérer simplement l'activité, va gérer les hommes au cœur du changement. Donc ne parlons pas de stress. Effectivement, quand on gère l'activité, on génère du stress. Quand on gère les hommes et leurs affects au cœur du changement, on génère de la performance, on la maintient. Il faut savoir que 50% des organisations qui conduisent le changement atteignent leurs objectifs, seulement 50% des... Et avec les coûts que ça... Alors, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Victor... Juste pour rester sur celles qui loupent oui. leur accompagnement de changement. Alors, ça Pourquoi? coûte Parce qu'il énormément. Il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a On pas gère eu l'activité, Voilà. on ne gère pas du tout
les hommes. Et on voit dans les entreprises différentes... Oui, mais il n'y a pas eu les constats que vous préconisez. Absolument. Il n'y a pas eu d'études préalables, d'enquêtes préalables mais planifier, mettre en place un process, c'est hyper simple. Ce qui est plus difficile, c'est de gérer les hommes et leurs états d'âme au cœur du changement. Alors pourquoi les gérer? Tout simplement pour ne pas avoir ce type de symptômes, comme on l'a dit, pour avoir du bien-être au travail. Et moi, j'ai pu constater dans des fermetures d'usines auxquelles on a procédé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. 0 jours de grève, les restructurations qu'on a données ont permis à l'usine de repartir, etc. Et ça, c'est important. Donc il y a l'intention... Ça passait par quoi? Par de la pédagogie aussi? On n'a pas prononcé le mot, mais est-ce que le fait de mieux expliquer aux... Un management orienté, et quand vous avez un collaborateur qui vit avec un problème, il ne faut pas regarder le problème, il faut regarder l'homme. C'est ça qui est important, c'est-à-dire on ne gère pas une activité, on est sensible aussi à ce que l'être humain regarde. Si vous êtes capable, avec un tout petit peu d'intelligence émotionnelle, de vous rendre compte que quelqu'un n'est pas très bien, est en colère, etc., et que vous le gérez, alors vous n'aurez pas les baisses de performance et le stress qu'il y a derrière. Parce qu'on a besoin de managers intelligents émotionnellement et pas qui ont des super QI qui ne servent à rien. Alors on prend toujours l'exemple l'exemple un peu pratique, c'est normal, hein, de la fermeture de l'entreprise pour expliquer que c'est ça le changement et que ça peut être douloureux. Il y a aussi un exemple plus positif mais qui peut en fait venir d'une évolution rapide de l'entreprise qui est en train d'innover. Par exemple, et c'est vrai que on l'entend un peu moins, mais parfois les cadres ne s'y retrouvent plus. Alors comment faire une fois de plus pour que le changement par l'innovation ne soit pas source de stress? Alors, parce que celui-là n'est pas source de conflit, c'est pour ça qu'il est intéressant. Je pense qu'il faut être encore plus général. C'est-à-dire, là, tu cites un bon exemple, l'innovation. Mais je reviens à la notion même de la conduite du changement. Le changement, c'est la vie, et la vie, c'est le changement. Donc, vouloir dire, bien sûr que j'ai peur du changement, parce que c'est comme pour la vie, on a peur de demain, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. On appréhende le futur. Mais le changement, c'est la vie, on ne peut pas l'éviter. Le changement est inhérent à l'organisation. Ça, personne ne le contexte, Victor. Le contexte. Non, mais il n'y a pas un bon changement. Et une restructuration, ça peut être un bon changement. Parce que c'est une... Oui, mais un changement réussi, c'est celui qui ne laisse personne sur le bord de la route. Il n'y a pas de changement réussi. Il y a une nécessité de changement, et c'est là où on en arrive à l'arrogance un peu de la culture française, de l'élite française, qui dirige les entreprises, et qui, parce qu'on leur a dit, si vous faites les prépas et vous faites les grandes écoles, vous avez le droit d'avoir un privilège extraordinaire qui n'existe qu'en France, c'est que toute votre vie de patron, de dirigeant, pardon, je ne voudrais pas insulter les patrons entrepreneurs, toute votre vie de dirigeant, de cadre dirigeant, vous allez faire l'économie du pourquoi. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander pourquoi vous avez décidé le changement. Parce que vous êtes auréolé de votre statut de sachant. Vous n'avez pas expliqué le pourquoi. Donc, les facteurs de résistance au changement, c'est l'arrogance de dire, je prends un cabinet prestigieux qui va me dire comment faire le changement. Et comme c'est venu par mes pairs, mes consanguins, puisque c'est les mêmes que je vire qui se retrouvent consultants, donc, eux, ils disent, voilà comment tu dois faire le changement, et on dit aux entreprises, au personnel, voilà, vous allez aller de A à B, mais on n'explique pas pourquoi ils doivent aller de A à B. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse. C'est hyper important. Mais un petit effort de synthèse aussi. Ce qui est important, c'est, ne nous trompons pas, on n'a pas à donner du pourquoi en un seul mot, c'est-à-dire les causes du changement, parce que c'est jamais ce qui nous projette dans l'avenir. Par contre, là où on est un vrai leader, c'est quand on donne du pourquoi. Autrement dit, quelle est la finalité de mon projet. Et ça, c'est important. Or, dans notre société judéo-chrétienne, on parle du passé pour justifier un avenir. Or, c'est pas le mobile de l'action. Le mobile, c'est où elle est l'intention de l'entreprise, et c'est dans le projet d'entreprise. Vous êtes d'accord sinon avec ce constat culturel franco-français, absolument, cette petite arrogance, grande arrogance même. Disons que effectivement, on peut avoir la grosse tête, comme on dit, et être victime d'ailleurs du syndrome d'Icare. Ce qui fait justement, et qui est une parfaite transition pour m'amener à conclure cet épisode, parce qu'effectivement, le syndrome d'Icare est une notion que nous allons développer dans un épisode ultérieur. N'oubliez pas, c'est à vous de nous proposer l'inflexion éditoriale de ces plateaux. On la prendra vraiment en compte. N'hésitez pas à nous écrire. Et comme Jean-Paul, comme Victor, nous porterons des séries entières de sujets qui vont nous permettre de porter un petit peu d'éclairage sur des notions parfois délaissées. À bientôt.